Bonjour, nous vous remercions pour votre présence pour cette présentation sur la gestion des déchets et plus particulièrement sur comment combiner réduction de coûts et environnement. Je suis Stéphane Montagnon et je m'occupe du développement commercial d'Alma Consulting Group. Et moi, je suis Bertrand Plochu, donc bonjour à tous. J'interviens en tant que consultant expert déchets au sein du cabinet. Voilà, donc j'ai 8 ans d'expérience dans la pré-collecte des déchets et 4 ans dans la partie collecte. Donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu toute la chaîne suivie par les déchets. Voilà, on va juste dire un mot sur Alma Consulting Group. Donc c'est un cabinet de conseil spécialisé sur la réduction des coûts, donc sur l'optimisation des charges des entreprises. Et Alma Consulting Group, c'est environ 1700 personnes, un peu plus de 260 millions d'euros de chiffre d'affaires et des implantations en Europe sur les principaux pays que sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et la Pologne, et une présence très forte en France qui est là où s'est développée l'entreprise. Sur les métiers d'Alma, il y a 4 grands métiers. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui permet à Alma d'avoir des missions très larges, c'est la profondeur de ses expertises. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la gestion des déchets. Mais dans la gestion des déchets, ce n'est pas que de la négociation. Il y a aussi tout un environnement fiscal qui est très important. Et c'est la largeur d'expertise d'Alma qui permet d'apporter de la valeur ajoutée à nos missions. Les principales activités d'Alma étant un travail sur l'innovation, notamment sur le crédit impôt recherche, l'optimisation des charges fiscales comme la taxe foncière, les charges sociales, l'accident du travail, la réduction des coûts sociaux et le pôle performance achat que nous représentons aujourd'hui et qui traite les missions d'optimisation de gestion des déchets. Le pôle achat a traité plus de 1000 missions depuis sa création et on a environ 500 clients que nous accompagnons sur une ou plusieurs thématiques. Notre métier étant, comme tous les métiers d'Alma, de proposer des missions rémunérées au succès. Donc finalement, on se rémunère uniquement si on génère des économies pour nos clients. Et aussi, on donne une grande liberté à nos clients dans le cadre des missions qui sont libres de donner suite ou pas aux préconisations qu'on pourra leur faire. Et avant de rentrer dans le concret, vous avez juste là une illustration des principaux métiers d'achat. Donc on travaille évidemment sur la gestion des déchets, sur l'optimisation des télécoms, les flottes automobiles, le multiservice, notamment la propreté, marketing et communication, et l'énergie, notamment l'électricité et le gaz. On va maintenant rentrer dans le contexte, dans le détail de la présentation. On va d'abord parler un peu du contexte des déchets pour les entreprises en France. Et ensuite, on va expliquer aussi notre vision sur pourquoi le sujet est assez opaque aujourd'hui et quelles sont les difficultés pour appréhender ces thématiques. Et on finira en donnant des exemples de leviers, de missions qu'on a pu réaliser, qui peuvent donner une bonne illustration de ce qu'il est capable de faire de manière opérationnelle sur ces sujets. Alors, de façon assez synthétique, on a depuis, on va dire, 1975, un contexte réglementaire qui présente de plus en plus de contraintes pour les entreprises, qui, avec un certain nombre de lois et décrets, oblige les entreprises à se pencher très sérieusement sur la problématique de gestion des déchets en entreprise. Donc, avec un certain nombre d'objectifs à atteindre, notamment par le Grenelle 1 et 2, comme on va le voir. Aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de dispositions dans le Grenelle 1 et 2 qui fixent des objectifs assez ambitieux en termes de recyclage, de valorisation, de limitation de l'enfouissement, de réduction de l'incinération à la mesure du possible et l'augmentation de la valorisation. On a aujourd'hui concrètement, en termes de traduction réglementaire, une TGAP qui va en augmentant, avec un certain nombre de niveaux en fonction des types d'exutoires suivis par les déchets. Une TGAP qui est variable, mais qui de toute façon globalement augmente. De 2011 à 2012, elle a encore pris un certain nombre d'euros à la tonne, notamment pour la partie enfouissement, un peu pour l'incinération et pour certains modes de traitement de déchets
chargés avec un certain nombre de particules chimiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, voilà, la TGAP elle augmente et il faut se pencher sérieusement sur la problématique de tri des déchets. Aujourd'hui, on a des sujets aussi assez importants comme les déchets organiques, où on a depuis cette année une traduction concrètement qui oblige les entreprises à séparer les emballages de la fraction organique. Au-delà de 120 tonnes produits par site de déchets organiques, la législation impose théoriquement de séparer les emballages des déchets organiques. L'année prochaine, ça sera 80 tonnes le seuil, l'année d'après 40, l'année d'après 20, l'année d'après 10 tonnes. Donc tout ce qui est activité restauration, activité dans l'agroalimentaire, il y a clairement des contraintes à anticiper dès maintenant. La grande distribution, c'est pour eux aussi assez flagrant, pour le secteur de la grande distribution. Alors les impacts, quels sont-elles concrètement? C'est l'ouverture de nouvelles opportunités en matière de filière de valorisation. Bon, elles se mettent en place. Ça bouge, je dirais pas tous les jours, mais il faut suivre ça de très près avec une veille réglementaire que nous effectuons aussi au sein du cabinet. Il y a parallèlement à ça une prise de conscience des entreprises concernées pour les obligations réglementaires qui sont plus contraignantes et qui vont se traduire par des augmentations de coûts importantes dans les années à venir si rien n'est anticipé. Et les impacts, eh bien, c'est un renforcement du coût de la demande qui crée elle-même le besoin et donc qui peut aussi pousser les acteurs du marché à mettre en place des centres de méthanisation pour notamment la partie organique, mais pousser le développement du tri pour toutes les fractions qui sont valorisables. Donc voilà, aujourd'hui, compte tenu de cette évolution, une veille réglementaire est vraiment indispensable pour regarder ce qu'il faut faire. Quelques chiffres sur les déchets produits en France. On est sur une enveloppe de 900 millions de tonnes de déchets. Le marché entreprise, c'est environ 10%, 90 millions de tonnes par an, qui se décomposent. Vous avez là la décomposition. La valorisation de matière, c'est 52%. La valorisation énergétique, 12%. L'incinération, 2%. La décharge, 11%. Et vous avez le tri qui représente 16%. Quand on pose la question aux entreprises sur le fait qu'elles connaissent ou non leur tonnage annuel de déchets, on a une première réponse qui est de dire à 44%, les entreprises ne connaissent pas le volume de déchets qu'elles génèrent. Ensuite, si on regarde un peu dans les composantes d'un coût d'un déchet, effectivement, les entreprises ont souvent bien identifié toute la partie sortie, c'est-à-dire le traitement par des prestataires externes de la gestion. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que dans l'analyse de la gestion des déchets, il faut bien intégrer la partie amont, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée du déchet dans mon entreprise, donc la partie achat et transformation liée à l'activité, qui peut aboutir à du produit et aussi à des déchets, mais aussi le coût interne de gestion qui est assez important quand on analyse les coûts de gestion, avec des contraintes de tri, des contraintes internes de gestion et des contraintes de stockage que l'on voit apparaître assez souvent dans nos missions. Voilà, là, juste pour illustrer un cas auquel je pense, on a un industriel qui réfléchit à changer sa chaîne de production sur la partie emballage qui est une partie de sa production. Et clairement, quand on met le doigt sur les enjeux en termes de tonnage, on a une réflexion, une analyse qui les pousse à prendre la décision de changer les choses à moyen terme. Alors, c'est pas simple, parce qu'il faut changer l'outil de production, il y a des investissements, il y a un certain nombre de contraintes, mais on peut les aider à choisir et à prendre la décision de façon définitive quand on met au regard en face de l'outil de production les tonnes de déchets produits chaque année. Le poids des déchets dans le budget des entreprises. Donc, on l'a vu, 44% des entreprises ne connaissent pas leur tonnage. 42% des entreprises effectuent un suivi des coûts d'élimination des déchets. Donc, par rapport à d'autres thématiques qu'on est habitué à traiter, c'est finalement des chiffres assez faibles, mais on voit qu'ils augmentent parce que ces budgets augmentent aussi. 7% des entreprises effectuent une évaluation des coûts de gestion interne des déchets. Donc, ce qui veut dire que beaucoup des entreprises ne savent pas combien leur coûte la gestion interne des déchets. Et enfin, 92% ignorent le coût de la TGAP.
C'est aussi une information un peu surprenante, mais on va pouvoir l'expliquer derrière. La TGAP, c'est une taxe qui évolue et qui évolue très fortement à la hausse. On l'a vu, elle est doublée, voire triplée très régulièrement, et donc qui représente aujourd'hui un poste de dépense assez important. Les entreprises n'ont pas encore bien identifié la part de ce coût dans leur gestion des déchets. On va maintenant parler un peu du marché de la gestion des déchets. Alors, rapidement, pour faire simple, je pense que ce n'est pas pertinent ici de rentrer trop dans le détail. On a deux typologies de déchets dans l'entreprise. On a les déchets industriels banals, les DIB. Et d'un autre côté, on a les déchets industriels dangereux avec une ventilation par typologie en fonction des activités. Donc ces typologies de déchets, elles sont appréhendées différemment en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction des tonnages, en fonction de l'emplacement géographique du site de production, puisque derrière, ces déchets doivent être évacués, transportés et traités dans les centres de traitement ad hoc. Voilà. C'est un marché aussi qui est dominé par deux grands groupes, Veolia et Suez. Donc on est sur un duopole avec des entreprises de taille à peu près équivalente, avec des installations sur toute la France et qui finalement maillent bien le territoire. Néanmoins, il y a beaucoup d'opérateurs alternatifs et nous, on s'attache aussi dans le cadre des missions à trouver des solutions parfois alternatives parce qu'effectivement, la pression sur les coûts qui peut être mis dans un marché en duopole est probablement moins faible que lorsque l'on trouve des alternatives. Alors, ces alternatives, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Veolia et Cita, ils ont la collecte, ils ont le transport, enfin, ils font la collecte, ils font la location des contenants, ils font le transport, ils font le traitement. Donc, ils ont les exutoires finaux à 95%. Il reste encore des irréductibles gaulois. Je pense à une entreprise qui a un CET dans le Nord, mais il n'y en a plus beaucoup. Et malgré ça, en fait, il y a beaucoup d'indépendants qui sont des opérateurs alternatifs qui, eux, effectuent la collecte, qui vont de plus en plus vers le pré-traitement des déchets, notamment pour tout ce qui est fraction valorisable. Mais ce sont des acteurs incontournables pour Veolia et Cita, puisqu'ils ont du poids. Donc les uns travaillent avec les autres de façon un petit peu forcée, mais aussi de façon complémentaire. Donc, ce qui rend le sujet un peu intéressant dans les déchets, mais aussi très compliqué. Donc on va voir par la suite que malgré la présence d'un duopole qui est très fort depuis des années, on a ici toute une série d'acteurs qui couvrent le territoire de façon plus ou moins importante, qui le couvrent, qui ont une surface de couverture qui grandit, et puis d'autres qui sont des spécialistes et puis qui ont une couverture partielle du territoire. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion et une expertise à avoir quand on aborde une problématique de gestion de déchets pour un client, parce que il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, encore une fois. On a parlé tout à l'heure aussi d'opacité de marché. Aujourd'hui, on est sur un sujet où les factures restent relativement peu claires de la part des fournisseurs. On a mis un exemple là où on a finalement trois lignes qui apparaissent, location, échange et traitement. On peut penser que c'est assez clair, mais néanmoins, il y a plein de questions qui peuvent se poser derrière et on peut s'attendre à avoir une décomposition plus forte. Quelle est la part de taxe? Quel est le type de traitement qui m'est attribué sur chaque ligne? Et quelle est la base des coûts de location, les rotations, les échanges, le traitement? C'est tout un niveau de détail qu'on pense qui va se développer dans le futur parce que les entreprises vont être plus demandeuses vis-à-vis des fournisseurs. Aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui est relativement opaque parce que ce n'est pas un niveau de détail qui nous paraît satisfaisant pour bien gérer ces déchets. On peut imaginer, Stéphane, je rajoute juste un petit point, on peut même imaginer que dans les années à venir, la ligne traitement, on demande de façon très claire aux prestataires de préciser les exutoires géographiquement, le type de traitement et donc le taux de TGAP qui s'applique. Pour les échanges, on peut imaginer aussi que le prestataire indique un peu plus de précision sur les distances parcourues, voilà, parce que demain, on va aussi réfléchir à le taux d'émission de CO2, qui est aussi une composante à intégrer dans le transport des déchets, parce que qui dit transport dit
dit camion sur la route, dit production de CO2. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets qui peuvent aussi venir alimenter une réflexion dans le sens de la visibilité et de la clarté des factures, je dirais. Donc aujourd'hui, par rapport à la ventilation de tous ces postes de coûts, on sait clairement que les marges des prestataires, de toute façon, elles se réduisent sur les prix de collecte qu'ils pratiquent, puisque le gasoil augmente, le coût de la main-d'œuvre, pour le moment, ne va pas en diminuant. Et donc le réservoir de marge des prestataires, il se trouve où? Il se trouve sur le traitement et sur la valorisation des déchets. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels il faut aller, et ça tombe bien puisque la réglementation pousse les entreprises à aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, il faut aussi regarder ce que sont capables de faire les prestataires, ce dans quoi ils investissent, dans quel secteur ils se développent, quel est leur domaine d'expertise, où est-ce qu'ils sont bons. Et donc logiquement, les acteurs se tournent aussi vers les activités les plus rentables par rapport à ces contraintes-là. Pour synthétiser un peu tout le marché, donc on a vu qu'il y avait des coûts qui étaient à peu près, qui étaient visibles pour les entreprises. C'est tout ce qu'on va trouver en haut de l'iceberg. Finalement, c'est les coûts de traitement, le coût de la location et la partie taxe sur lequel vous avez une visibilité. Mais aujourd'hui, il y a une part qui est plus difficile à appréhender pour l'entreprise, c'est le coût du tri des déchets. Le coût du stockage aussi, de l'appréhension des contraintes internes qu'on peut avoir et le coût de la manutention que l'on voit. Alors, ce qu'on peut rajouter éventuellement, c'est qu'en fait, suivant l'activité des entreprises, les enjeux, les volumes de déchets produits et puis le type d'activité, en fait, la ligne de flottaison, elle est plus ou moins haute, ou plus ou moins basse, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, donc c'est une limite qu'on appréhende aussi via notre expertise qui se traduit par des visites de site, un audit pour voir un petit peu comment ça se passe. On va maintenant regarder la partie sur l'organisation qu'on peut mettre en place pour traiter ces déchets. Le sujet de la gestion des déchets, c'est un sujet qui, en théorie, doit concerner différentes fonctions dans l'entreprise, puisqu'effectivement, on pense souvent aux prestataires, à la dimension externalisation de la gestion des déchets, et qui est parfois traitée par la direction des achats ou une autre direction. Mais dans la gestion des déchets, on l'a vu, il y a tout ce qui est lié à l'activité qui peut impliquer le directeur technique, le directeur du développement durable qui, lui, va avoir des objectifs en termes de réduction et puis parfois aussi en termes de communication. Directeur des services généraux qui va être impliqué sur la partie, on va dire, contrainte interne de fonctionnement. Le directeur QSE qui a, lui, des obligations, le directeur qualité qui a des obligations vis-à-vis de son activité, le directeur de site qui est évidemment concerné par l'organisation de tout ça. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas forcément appréhendé de manière transversale les entreprises, mais on peut imaginer, étant donné le poids du sujet de gestion des déchets d'entreprise, que ça soit de plus en plus le cas. Et les prestataires vont finalement avoir besoin de savoir parler à ces différents acteurs qui ont tous des contraintes différentes, certains de communication, certains de réduction de volume, certains de coûts, et certains tout simplement de gestion opérationnelle. Aujourd'hui, suivant les clients qu'on rencontre, quand on aborde la problématique gestion des déchets, vous avez des problématiques multisites avec, même si vous êtes dans le cadre d'une activité d'un groupe, des spécificités par site. Je pense à des sociétés de l'agroalimentaire ou des industriels. Ils n'ont pas les mêmes tonnages, ils n'ont pas tout à fait les mêmes types d'activités, donc il y a une production de déchets qui varie d'un site à l'autre. Donc finalement, la question, c'est comment avoir une vue d'ensemble en prenant les spécificités de chaque site pour pouvoir dire la production de déchets, elle est bien gérée, elle est moins bien gérée, il y a des possibilités d'amélioration. Donc il faut étudier au cas par cas les spécificités des sites, à un moment ou à un autre, pour envisager une harmonisation donc, sur cette problématique. Aujourd'hui, on a des coûts, quand on approche une problématique multisite, on se rend compte qu'on a, quand on rentre dans le détail après audit, on a des coûts très variables d'un site à l'autre, malgré des activités similaires d'ailleurs. Et donc là, on a en tête, on vous présente ici un exemple d'une entreprise du secteur de la grande distribution, et on se rend compte que malgré des tonnages qui peuvent passer du simple au double, au triple, au quadruple, on n'a pas des niveaux de coûts à la tonne qui vont en décrescendo en fonction des tonnages produits.
Donc il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est la distance vers les centres de traitement, c'est le type de traitement, c'est le type de moyens de collecte utilisés sur les sites. Sont-ils pertinents? Est-ce qu'on peut travailler autrement pour réduire ce coût à la tonne? Et donc c'est toute notre analyse qui rentre dans le détail, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus, je dirais, dynamique dans le cadre d'une amélioration de cette gestion. Donc tout ça, effectivement, il faut le mettre toujours au regard des contraintes de production et comment dire, comment on appréhende vos activités, puisque aujourd'hui, le tri, par exemple, qui est un levier qu'on verra par la suite, ça ne se décrète pas, il faut une adhésion interne, il faut que la direction générale soit motrice, pour qu'ensuite les opérateurs, le personnel puissent suivre cette dynamique et pratiquer le tri sur le site. Il y a bien évidemment des contraintes de stockage en termes de place disponible, en termes de proximité avec des voisins, en termes de surface de stockage. Et puis il y a bien évidemment des contraintes de manutention entre les lieux de production et les lieux de stockage. Comment on évacue les déchets, par quels moyens, est-ce qu'il y a des contraintes de sécurité à respecter sur le site, quelles doivent être les fréquences d'enlèvement sans perturber le process de production. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en ligne de compte quand on arrive et qu'on réalise un audit. Donc finalement, l'organisation et la mise en place d'axes d'amélioration autour de la gestion des déchets, elle doit être cohérente avec le respect des contraintes internes. Voilà, on va maintenant parler de la manière de mettre en place une approche coordonnée sur la gestion des déchets, comment appréhender ce sujet, comment l'analyser et aussi quels sont les leviers qu'on peut identifier quelles sont les pistes économiques qu'on peut identifier sur ces sujets-là. Alors, on a vu par rapport à toutes ces problématiques-là, l'ensemble des questions à se poser pour bien appréhender la gestion. Donc je commencerai par déjà en haut à gauche, on va dire à 10-11 heures, par le morceau de camembert déchets. L'audit déchets, d'abord, il consiste à identifier la quantité de tonnes de déchets produites, ou, quand on est sur une problématique multisite, voilà, où sont les enjeux, quel type de déchets on produit. Ensuite, c'est de regarder qui sont les prestataires en place, qui collectent, qui traitent les déchets, est-ce que c'est les mêmes, est-ce qu'ils sont différents, quel est le type de traitement, est-ce qu'il y a du tri, est-ce qu'il n'y a pas de tri, est-ce que c'est de l'enfouissement, est-ce que c'est de l'incinération, est-ce qu'on peut recycler un certain nombre de déchets produits sur le site, est-ce qu'il y a des pistes à explorer là-dessus, en fonction des typologies de traitement, des types de contenants utilisés, des distances à parcourir pour traiter les déchets, quels sont les coûts? Donc quels sont les coûts externes, bien évidemment, mais aussi quels sont les coûts internes, quelles sont les contraintes de production. Et en fonction de cette cartographie, de cette analyse, on va pouvoir nous proposer des leviers d'amélioration, des axes de progrès pour améliorer la gestion des déchets, en réduire le coût et éventuellement procéder à des mises en conformité réglementaire et mesurer ensuite ces progrès en mettant en place des plans d'action, des leviers opérationnels qu'on va suivre dans le temps pour s'assurer que les choses sont bien mises en place. Et donc ce travail-là, il permet aussi, une fois le déploiement réalisé, d'avoir un retour sur expérience en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche un peu moins, qu'est-ce qui a mieux marché que ce qu'on a pu espérer. Et donc aussi toujours avoir un regard sur les sites en les comparant et en regardant aussi en fonction des activités de chacun quels ont été ceux qui ont été performants, quels sont les sites qui ont réussi à améliorer cette gestion, ceux qui ont eu plus de difficultés. Et donc justement cette approche multisite, elle nous permet aussi, en massifiant les flux, bien évidemment, d'obtenir des résultats parce qu'on va négocier en amont, on va négocier un certain nombre de tarifs, on va négocier les conditions tarifaires et on va avoir un poids pour nos clients pour pouvoir mettre des choses en place et faire bénéficier nos clients de conditions intéressantes. Et la démarche que l'on mène permet aussi d'identifier des leviers plus environnementaux, une amélioration de ces pratiques.
évidemment en identifiant des déchets valorisables, ce qui évite de les incinérer ou autres, de valoriser les matières et l'énergie, de prendre aussi les contraintes de tri. Évidemment, les préconisations, on ne peut pas faire les mêmes quand on dispose de personnel pour améliorer le tri, quand on a une mobilisation interne forte ou aussi quand on dispose d'espace de stockage ou pas. Et enfin, la négociation avec les prestataires est aussi un levier fort d'optimisation de ces aspects-là. Alors, voilà, aujourd'hui, si on prend la chaîne du déchet, on peut rapidement constater qu'il y a des points qui sont fréquemment négociés quand même, le matériel, la collecte, les coûts de transport. Mais il y a des points de vigilance, on va dire, qui se situent au niveau du tri qui est effectué sur les sites, enfin, qui est effectué ou pas effectué, qui peut être effectué, et un regard à porter sur les coûts de traitement et sur la valorisation des matières éventuellement rachetées ou pas rachetées. Voilà, on rencontre aussi des cas d'entreprises qui font le tri, il est même très bien fait, mais par contre derrière il n'y a pas de valorisation matière, où il y en a peu, où elle peut être améliorée. Donc là on a aussi des leviers forts de négociation à ce niveau-là. Et puis ensuite notre expertise, elle nous permet aussi sur certains sites de production qui ont des problématiques très particulières d'avoir une connaissance des acteurs qui peuvent proposer des services connexes qu'il faut prendre en ligne de compte parce que de temps en temps, notre intervention, elle permet aussi de rationaliser les fournisseurs, de réduire ce nombre de fournisseurs et de travailler de façon pertinente avec des fournisseurs qui sont capables d'avoir une palette de services plus large. Alors il faut prendre en compte évidemment la dépendance vis-à-vis de ces fournisseurs, mais c'est au regard du budget dépensé par l'entreprise, bien évidemment. Voilà, donc la synthèse, c'est que le marché, il est quand même complexe. Il y a pas mal de contraintes de production chez nos clients et qu'il faut intégrer ces contraintes avec ce qui est capable de faire le marché et ce qui est capable ce que les prestataires sont capables de faire. Voilà. Donc il faut un minimum d'expertise pour appréhender tout ça. On va maintenant regarder plus précisément le type de levier, les grandes familles de leviers d'optimisation des déchets, et en les illustrant avec ton expérience peut-être et des expériences, des cas pratiques voilà. De mission. Donc pour simplifier, alors c'est pas cloisonné, mais on peut découper les leviers qu'on observe en 4. Il y a mieux trier sur le site, donc c'est typiquement avoir une action en amont. Mieux valoriser, on pourrait même dire plus valoriser. Donc, vu qu'on trie plus, on a plus de matière à valoriser. Donc, on peut augmenter notre poids de négociation. Donc, on peut se faire racheter les déchets. Donc, si on en a plus, on a un budget de valorisation qui est plus important. Donc, c'est une recette pour nos clients. On a un levier sur la dépense, moins dépensé, en réduisant, en regardant dans le détail les types de contenants mis en place. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des bennes ou des compacteurs? Cette pertinence, elle dépend de la densité du déchet, des contraintes de rotation qu'il peut y avoir sur le site. Enfin, il y a tout un tas de facteurs à prendre en ligne de compte. Et puis il y a le facteur négociation qui finalement intervient aussi sur tous les maillons de la chaîne. Mais voilà la vision que nous on a, c'est mieux trier, plus valoriser, moins dépenser et mieux négocier. Donc on peut parler peut-être de cas pratiques, parce que je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant. On peut prendre l'exemple d'un cas d'un sous-traitant automobile, fournisseur de rang 1, qui sur son site avait déjà mis le tri en place. Je pense notamment aux métaux, à un certain typologie de métaux, mais ce tri n'était que partiel. Voilà, c'était un tri qui n'était pas réalisé sur les inox. Voilà, il y avait du 18-10, du 18-8, donc des typologies d'inox un petit peu différentes. Tout était mis en vrac, il y en avait quand même plusieurs dizaines de tonnes, et donc en faisant toucher du doigt le client la différence de valorisation de la matière si le tri était mis en place, ils ont pu prendre conscience des enjeux au niveau de la valorisation de ce déchet. Tri qui était facilement, qu'on pouvait mettre en place parce que le client travaillait par campagne de production, donc il pouvait tout à fait identifier physiquement les flux de déchets générés. On a aussi amélioré la valorisation d'un certain nombre de déchets, je pense au plastique, au carton, sans même commencer à négocier avec le prestataire.
On a fait comprendre au prestataire que depuis 10 ans, ça se passait plutôt bien pour lui. Et il est revenu naturellement avant même de commencer, avant même de rentrer dans une étape de négociation. Il a anticipé le prix de reprise des cartons sans qu'on ait rien eu à faire. Donc signe qu'il y a quand même des leviers de négociation qui sont rapidement identifiables. Et puis c'est aussi un bon exemple du manque de transparence aussi. Les prestataires ne vont pas naturellement redonner de la marge à leurs clients, puisque depuis des années, il y avait une forme d'opacité qui empêchait les clients de trouver des leviers voilà. d'amélioration. Donc ils nous ont vu venir, ils se sont dit notre contrat arrive à échéance dans 1 an, on va peut-être faire un geste tout de suite et on est dans l'espoir de garder le contrat. Donc ça c'était assez intéressant. Donc c'était une entreprise, oui, j'ai pas évoqué, mais c'était une entreprise d'environ 300 personnes qui est un acteur intermédiaire dans l'automobile, dans la sous-traitance automobile. On peut prendre le cas d'une entreprise du secteur de la publicité où on a en fait clairement fait de ces déchets qui avaient un coût, qui étaient incinérés ou enfouis, on en a fait une matière valorisable, c'est-à-dire qu'on a identifié dans les contenants remplis de ce déchet-là qu'il y avait de la matière valorisable. Et donc, on a clairement transformé du déchet qui avait un coût en déchet qui avait une valeur, une ressource. Donc, on est passé d'un exercice avec des tonnes qui coûtaient à un exercice où les tonnes rapportaient de l'argent. Donc, le client était assez content. Et là, on est sur un secteur, on est sur une entreprise, déjà une grosse entreprise, voilà, avec un budget relativement conséquent, à peu près 1 million d'euros, 890 000, je vois, oui. Une problématique multisite, mais assez simple, et finalement, des choses intéressantes à faire au niveau des déchets qui avaient un coût. Donc là, c'est vraiment un cas, je dirais, particulier, parce que on aimerait en rencontrer des cas comme ça plus souvent, mais ça arrive. Donc là, concrètement, voilà, là, vous avez un peu plus de détails. On avait un déchet qui coûtait. On a mis en place le tri. Ça a été, je dirais pas facile à mettre en place, mais ça a été possible. Quand on a fait prendre conscience des enjeux aux clients, eh bien, les choses se sont faites naturellement. Et on a pu sortir un certain nombre de matières valorisables, comme du carton, du papier et de la ferraille. Voilà, donc c'est quand même dommage de payer à la tonne 100, 150 euros quand la ferraille vous en rapporte le double ou le triple suivant les métaux. Un autre exemple sur le niveau de dépense, là c'est un cas dans l'hôtellerie de luxe où le levier s'est fait essentiellement sur la réduction de la dépense. Alors concrètement, les déchets en fait étaient transportés par un prestataire qui était 2 fois plus loin que d'autres concurrents. Et donc le nouveau concurrent a pu se positionner avec un prix de transport bien plus intéressant. Donc on a pu effectuer un levier, mettre en place un levier sur la réduction de la dépense vraiment conséquent. Voilà, alors là c'était un plus petit budget, on était à 160 000 euros de dépenses à l'année, une problématique multisite et un taux d'économie global sur le budget relativement conséquent puisqu'on arrive à 29%, ce qui est quand même pas rien. On va terminer sur le mieux négocier. Alors le cas, donc comme on l'a vu tout à l'heure, mieux trier, plus valoriser, moins dépenser, mieux négocier, c'est pas complètement cloisonné, mais sur cet exemple-là du secteur de la grande distribution, ça allait bien qu'on puisse leur apporter un niveau de négociation plus important parce qu'eux-mêmes ont pu se rendre compte que sur des dépenses, je dirais, connexes ou annexes, on pouvait leur apporter quelque chose alors qu'ils sont dans le secteur de la grande distribution et donc qui sont quand même sur un secteur qui est connu pour être performant au niveau des achats. Donc on a pu mettre en place un levier au niveau de la négociation qui nous a vraiment permis de gagner finalement sur tous les postes. Un petit peu, je dirais un petit peu sur tous les postes, mais comme on est sur des budgets là aussi conséquents, on a pu effectuer un niveau d'économie assez intéressant puisqu'on est arrivé à 15%. Voilà. Voilà, et donc pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que sur la gestion des déchets, c'est une famille qui est assez complexe parce qu'on l'a vu qu'il y a beaucoup d'opacité et que l'information n'est pas toujours centralisée et c'est assez difficile de savoir déjà la manière dont on consomme et pour ensuite identifier des leviers. Et on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de leviers, on en a cité 4.
On n'a pas parlé des leviers fiscaux spécifiquement, mais il y a beaucoup de leviers sur cette famille et c'est des budgets qui augmentent. Donc on pense que c'est un sujet qui va plutôt prendre plus de place dans l'entreprise dans le futur qu'aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les cas pratiques. Bonjour, vous avez dit que vous aviez traité des entreprises multisites. Est-ce que vous aviez réussi à mettre un seul fournisseur sur tous les sites? Alors en fait, on peut rencontrer des cas où il sera pertinent de mettre en place un acteur, mais là encore, ça dépend de l'éparpillement des sites. Si c'est une problématique régionale, on a nous une expertise qui nous permet de savoir directement avec qui il sera pertinent de travailler ou pas, puisqu'on les rencontre sur tout un tas de dossiers, donc on travaille régulièrement avec les fournisseurs qu'on re-rencontre sur d'autres dossiers. Donc on est d'ailleurs complètement indépendant sur l'affectation des dossiers, puisqu'on repart à zéro à chaque fois pour le client, on se positionne comme un véritable indépendant. Donc je dirais que très souvent c'est quand même un mix des deux. Il n'y a pas forcément de pertinence à avoir un interlocuteur global au niveau national. Ça peut être une contrainte d'entreprise, clairement. Là on a un client qui a un prestataire unique sur l'ensemble de la France. Mais le client n'est pas contre changer de prestataire. Ça lui a simplifié les choses jusque maintenant par rapport au reporting qu'il pouvait avoir, mais on est en train de mettre le doigt sur le fait qu'il peut être quand même pertinent qu'il travaille sur certains sites avec d'autres prestataires. Donc ma réponse, elle est oui et non. C'est possible de mettre un prestataire unique, mais c'est pas forcément pertinent. Donc faut voir en fonction des problématiques. Et est-ce que vous avez eu à gérer des dasseries? Alors les dasseries, on n'en a pas rencontré plus que ça pour le moment. Bon, on les rencontre dans les hôpitaux, donc aujourd'hui notre cible, c'est vrai que c'est beaucoup la partie industrie, donc je dirais la grosse cavalerie des dépenses, elle n'est pas sur les dasseries, mais c'est vrai que c'est un budget qu'on rencontre dans les entreprises aussi, puisque c'est les déchets de l'infirmerie, mais ça reste très, très limité en termes de dépenses. Donc en termes d'enjeux pour nos clients, c'est pas là-dessus que ça se passe, je dirais. Voilà. On l'a fait quand même pour l'Institut Pasteur, qu'on a accompagné sur ce type de dépenses, notamment en travaillant sur les pratiques des chercheurs, sur comment simplifier le tri, où évidemment il y a des process qualité qui impliquent parfois des coûts assez importants, et en fait on a trouvé des solutions très simples en passant par des sachets plastiques plutôt que des contenants assez volumineux pour diminuer le coût et simplifier la gestion. Oui, c'est vrai que ce cas-là m'avait échappé, j'en ai plein en tête, mais celui-là m'a échappé, il est pourtant assez conséquent. Oui, l'Institut Pasteur, on a quand même mis en place un certain nombre de choses. Bon, on a d'autres secteurs ou d'autres entreprises où on a rencontré des problématiques sur les déchets médicamenteux. Donc là, c'était plus des problématiques sur la possibilité ou la contrainte en termes d'incinération ou pas. Mais bon, voilà, on rencontre différents cas, donc celui-là m'avait échappé. Donc on en rencontre, oui, de temps en temps. Oui, bonjour. Avez-vous déjà travaillé dans le secteur de la construction? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors dans la construction, alors dans la présentation tout à l'heure, on est passé rapidement dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on focalise plus sur les sociétés qui sont dans les fameux 11% là, du camembert. Je pense au camembert qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de sociétés notamment dans le BTP, qui ont des déchets inertes. On n'a pas encore rencontré de problématique sur ce type de déchets parce que c'est très souvent des déchets qui partent en classe 3. Alors, il y a des millions de tonnes qui partent en classe 3, mais il y a des millions de tonnes du secteur du BTP qui restent du carton, du plastique, du bois, de la ferraille. Alors l'œil que moi j'ai sur cette partie-là, c'est que les contraintes chantier sont extrêmement fortes pour faire le tri, parce qu'il n'y a pas souvent la place. Il y a aussi des contraintes multisites qui changent suivant les chantiers. D'une année sur l'autre, c'est jamais le même chantier. Donc il n'y a pas de récurrence dans ce secteur. Donc c'est difficile d'appréhender une logique d'année en année qui nous permet de dire l'année prochaine, on va rencontrer les mêmes problématiques. Et donc on pourra mettre ça en place. Bien sûr, c'est les mêmes déchets, mais ça ne sera jamais au même endroit. Donc aujourd'hui, on n'a pas rencontré de clients comme ça.
Je voulais juste savoir si l'huile, c'était recyclable ou pas. Les huiles, bien sûr. Ça dépend si c'est des huiles noires, des huiles claires, des huiles de cuisine, des huiles végétales, de la graisse. Il y a tout un tas de types d'huiles. Vous avez des collecteurs agréés aujourd'hui qui existent. Vous allez sur le site des préfectures. Vous avez la possibilité de mettre en place la collecte de vos huiles. Et on peut aussi optimiser la partie taxation, taxe sur les huiles pour les entreprises qui en ont. Vous avez des huiles en fait, qui auront un coût et des huiles qui n'auront pas de coût. Ça dépend de la typologie de vos huiles. Je crois que c'est terminé. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.